Maintenant, le plaisir d'accueillir Donatien Gros. Donatien Gros est philologue. Il est notamment l'auteur de Tout contre Sainte-Beuve, qui était publié aux éditions Grasset en 2013 et qui a eu le prix François-Victor Nourri de l'Institut. Néron en Occident, Gallimard en 2015. Dans la bibliothèque de la vie, Grasset. La vie Alaya, Actes Sud en 2020. Les mémoires numismatiques de l'Empire. La mémoire numismatique de l'Empire romain en 2022. De l'Empire romain en 2022, voilà. Il a dirigé de nombreuses publications et réalisé plusieurs livres d'entretien. Il assure également des fonctions de conseiller à la présidence du musée du Louvre pour les programmes contemporains. Il est aussi directeur artistique et rédacteur en chef du magazine Alphabet et préside l'association Pierre Guyota. Donatien nous fait l'amitié de nous avoir préparé ce texte qu'il va nous lire aujourd'hui sur la superstition et la magie. Merci Donatien d'être avec nous. Merci Martin. En théorie, les remerciements, c'est toujours un geste qui fait partie du code de toute intervention publique. Là, les remerciements sont particulièrement sincères et chaleureux. Je voudrais remercier Maya Hoffman, que je connais et que j'admire depuis de nombreuses années. Et je viens ici en visiteur et être là chez elle pour participer à ces réflexions. C'est un grand plaisir et un grand privilège. Je voudrais remercier Vassilis Economopoulos, qui tient l'énergie créative et une sorte d'interface de réflexion entre la pensée, les artistes, et toujours un ami. Donc merci Vassilis. Je voudrais remercier Martin Guinard, un ami plus récent, mais qui a, avec beaucoup d'attention, beaucoup de gentillesse, beaucoup de générosité, beaucoup de précision, beaucoup d'entrain, suit tout le processus qui amène au fait qu'on soit ici devant vous. Je voudrais remercier Flora, je voudrais remercier Salma, qui ont aussi accompagné la conception d'ensemble. Et ici à Louma, je voudrais remercier Juliette et Julia, donc Juliette Kernin et Julia Faki, qui ont organisé tout ce qui fait qu'on est ici devant vous, avec vous. Ouais, ça vaut. Ouais, je pense qu'on les applaudit. Alors, je pense venir à ce colloque, non pas en position de spécialiste des questions de magie et de superstition, ce qui me serait bien difficile de prétendre, probablement pas du fait de mes fonctions institutionnelles, mais je pense d'un événement, qui est le fait d'avoir accompagné, il y a un peu plus de 3 mois, ici, à Arles, dans un moment de psychomagie sociale, comme il le nomme, au Théâtre Antique, fin août. Je crois que certaines et certains d'entre vous m'ont dit qu'ils étaient là, et c'était une expérience assez intense, parce que moi qui suis d'un naturel assez réservé, je me suis retrouvé à être co-créateur avec les 1000 personnes qui étaient là, mais j'étais sur scène avec lui, avec Pascal Montandon-Jodorowsky, son épouse qui est artiste, à inventer ce moment. Et je pense que certains membres de l'équipe de Louma étaient là, et ça leur a donné l'idée que je pourrais avoir quelque chose à dire sur la magie. Mais j'y viens aussi avec mon travail de philologue classique, qui travaille sur le récit et sur les constructions des traditions de l'Antiquité à nos jours. C'est ce que j'ai fait avec la figure de Néron, dont j'ai étudié la généalogie des premières apparitions de Néron sous le règne de son père adoptif Claude, à la tradition et jusqu'à la tradition pop. Et je l'ai aussi fait avec Platon pour une exposition qui était à la Getty Villa en 2018. J'ai notamment travaillé sur la façon dont l'Antiquité classique a pu être réactualisée, repensée, réinventée, et la façon dont elle est donnée à renaître à chaque moment. Ce n'est pas simplement une sorte de texte lointain qu'il s'agirait de retrouver, c'est un processus constant de réinvention. Cette intervention, donc, que j'ai préparée pour vous, associera les 2 formes de parole, qui sont aussi plus apparemment liées qu'il ne peut sembler a priori. Le dialogue constant avec un artiste, ce qui est ce que je vis avec Alejandro Jodorowsky, chez qui je suis 2 fois par semaine en ce moment. Le travail patient en bibliothèque,
ne sont pas forcément des réalités séparées. Et c'est un petit peu ce que je voudrais esquisser ici, avec 3 figures qui incarnent pour moi cette apparente contradiction que j'offre ici à la réflexion, lire la magie. C'est-à-dire ne pas séparer d'un côté la magie et, à certains égards, si on la rejette, les superstitions, et de l'autre, la raison, c'est-à-dire l'acte de lire, l'acte de l'esprit, l'acte qui fait qu'on rend compte d'un texte et donc du monde. Et à travers cela, l'opposition entre une généalogie moderne, ce qu'on a beaucoup entendu au fond, cette généalogie moderne du discours, face à des généalogies prémodernes, postmodernes, paramodernes, qui ouvrent d'autres voies que celle de la raison et d'un fonctionnement rationnel du monde. Poser la question de l'acte de lire la magie, ou de l'acte de lire comme forme et comme exercice de la magie. Et donc, poser la question de la magie comme forme de lecture. Vous le savez, un philosophe part du général pour aller vers le particulier. Je suis pour ma part philologue, c'est-à-dire que je pars du singulier pour en dégager quelques lignes de fuite qui s'appliquent au cas étudié et peuvent, le cas échéant, s'étendre à une réflexion plus large. Donc, 3 cas qui, chacun dans sa temporalité, m'a invité à repenser les rapports entre magie et lecture et à reconnaître que, oui, on peut lire la magie et que cette reconnaissance de la magie comme forme et objet d'une lecture est en réalité une clé possible pour pénétrer véritablement dans notre monde. Ces cas, ce sont ceux d'Alejandro Jodorowsky, de Elena Blavatsky et de Jérôme Cardan. Première fois sans doute que les 3 sont rassemblés dans une conférence. Voici leurs portraits, et peut-être on peut les voir. Ça, c'est une photo d'Alejandro, c'est une photo que vous n'avez jamais vue, parce que c'était quand on préparait la performance au Théâtre Antique, juste avant. Ensuite, on a Elena Blavatsky, dont je vais vous parler, et ensuite on a Jérôme Cardan. Comme vous pouvez le voir par les images, chacun appartient à son époque. Alejandro est contemporain. Il était ici même il y a 4 mois, ici à Luma, accueilli par Martin. Né en 1929 à Tocopilla, au Chili, résidant actuellement à Paris, il est une figure centrale de notre présent et aujourd'hui, à 95 ans, est d'une énergie sans égale. Elena Blavatsky, également connue sous le nom Madame Blavatsky, est née en 1831 à Dnipro, en Ukraine, et morte en 1891 à Londres. Jérôme Cardan, soit la francisation du nom italien Gerolamo Cardano, est une figure importante de la Renaissance italienne, né en 1501 à Pavie et mort en 1576 à Rome. C'est une figure peut-être moins connue pour un public contemporain que Elena Blavatsky et bien sûr Alejandro Jodorowsky qui a 6 millions de followers sur Twitter, mais une figure passionnante et très inspirante et à propos ici, comme j'espère vous le verrez. Je commencerai donc au présent, medias in res, comme on dit, avec Alejandro Jodorowsky. Il est... Après, je pense qu'on peut revenir à la page titre parce que vous avez déjà vu les portraits et c'était juste pour qu'on ait un petit moment d'incarnation. Je commencerai donc au présent avec Alejandro. Il est, comme vous le savez, connu pour ses lectures de tarot, comme inventeur de la psychomagie, et son œuvre est souvent associée à ce dont on a beaucoup parlé ici et qu'on appelle les spiritualités. Il suffit d'assister, comme certaines et certains d'entre vous qui l'ont fait il y a quelques semaines à Arles, à un de ces moments publics pour comprendre qu'il attire et cristallise un besoin de magie, un besoin de thérapie par l'au-delà de la raison et par l'au-delà de la médecine. On pourrait donc voir en lui une figure de magicien contemporain
et c'est ainsi qu'il est souvent perçu. Le 19 décembre, dans quelques jours, il sera sur la scène du Grand Rex, face à 3000 personnes, et chacun de ces moments offre aux membres du public la possibilité d'aller au-delà d'eux-mêmes, au-delà de leurs limites sociales, des contraintes qui leur sont imposées et qui sont imposées à nos vies, pour vivre une forme de présence autre à soi-même. D'ailleurs, petit indice dans cette réflexion, la magie ne serait-elle pas autre chose qu'une pure présence à soi-même, un moment où une telle présence est manifestée? Rendant visite à Alejandro, je suis toujours frappé par l'omniprésence chez lui des livres. Ils sont partout et traitent de tous les sujets, de la mystique et la philosophie à l'histoire et évidemment la poésie. Je dois avouer que pour préparer cette intervention, je lui ai demandé s'il avait des ouvrages de Madame Blavatsky. Évidemment, la réponse était oui, et c'est avec ces mêmes ouvrages que j'ai préparé la suite de cette intervention. Une de nos premières conversations toucha à son admiration pour Marcel Schwob, notamment pour deux récits, fin de siècle, l'histoire de Monel et Monsieur de Phocas, qui citaient déjà comme inspiration des Jeux paniques en 1965. Marcel Schwob, dont je vous recommande la lecture, était un grand savant de la fin du XIXe siècle, dont l'érudition était telle qu'il put se livrer à l'invention. Il savait tellement qu'il pouvait se livrer à l'invention. Auteur des Vies imaginaires, où il entreprenait d'écrire la vie de celles et ceux dont on avait les noms, et parfois même pas les noms, et rien de plus. Il mettait sur le même plan, comme le dit la description au moment de la parution, les poètes, les philosophes, les femmes galantes, comme on disait à l'époque, et cherchait, en suprême lecteur, à raconter leur vie qui n'existait pas. Ce geste pourrait être lu comme celui d'un auteur-joueur, et c'est ainsi que Jorge Luis Borges l'interpréta et en fit une de ses grandes inspirations. Alejandro, lui, voit dans ce texte non pas la liberté joueuse de qui sait, mais la reconnaissance que quand on sait, on ne s'arrête pas à la lecture et à l'invention. On se voue à cet espace de fiction qui n'est pas une vie hors des vies, mais bien une extension, un déploiement, une provocation faite à la vérité. C'est ainsi que j'ai compris très tôt que ce magicien était d'abord un lecteur et un savant. La lecture et l'initiation entretiennent une affinité élective. L'exemple le plus fort en serait sans doute la lecture du tarot, interprétée du pur point de vue de la lecture. Dans un jeu mélangé, on choisit 3 cartes, l'une après l'autre. Chaque carte, un chiffre, une figure, un nom et une image, elle-même complexe. Depuis plus de 50 ans, Alejandro analyse ces cartes, cherchant à y discerner le moindre détail, à faire sentir le sens qu'il recèle. Il analyse aussi, pour chaque personne, ce que ces cartes ont à dire. Le choix des cartes est fait, pourrait-on dire, par la personne ou par le hasard, puisque les cartes sont retournées. Néanmoins, c'est la personne à qui le tarot est lu qui les a mêlées, et on pourrait ainsi considérer le mélange même comme le fait d'une décision tacite, silencieuse, inconsciente. La lecture fonctionne des deux côtés. Du côté de l'interprétation des cartes et du côté de leur interprétation pour cette personne. Sans doute aussi l'interprétation de cette personne. La liberté, le savoir, l'expérience d'Alejandro font que chaque lecture implique les 3 éléments de l'interprétation. Pour comprendre l'œuvre d'Alejandro, il faut bien saisir qu'elle traverse les formes. De la pantomime, avec laquelle il commence. Comme vous le savez peut-être, plusieurs des pantomimes du mime Marceau sont son œuvre. Au théâtre,
où il s'illustra dans les années 1960, aux côtés notamment de Leonora Carrington, à la performance, avec le Happening de 1965, au conte, à partir des années 1960, au cinéma, à partir de la fin des années 1960, à la bande dessinée, à partir de la fin des années 1970, au tarot, à la poésie tout du long, et je dois sans doute en oublier, jusqu'au numérique aujourd'hui, son œuvre s'articule sans s'arrêter aux frontières des genres. Toutes ces formes sont chacune une lecture, et elles trouvent leur fondement dans la psychomagie, qui a donné lieu à son film de 2019, Psychomagie, un art pour guérir. Ce film crée un pont entre deux formes d'art, le cinéma et la psychomagie. C'est à bien des égards une sorte de musée Jodorowsky, où Alejandro associe les fragments de ses films précédents, où apparaissent des moments de ce qui devait devenir la psychomagie, à des scènes nouvelles, filmées, de personnes à qui il a confié des actes de psychomagie. Celle-ci naît de la performance et du surréalisme auquel il a été associé. Quand les personnes viennent voir Alejandro, lui exposent leurs problèmes, il leur propose un acte qu'ils doivent accomplir eux-mêmes, à leur manière. Cet acte joue souvent d'un archétype, et il accomplit le geste de relier la situation subjective que vit la personne aux archétypes avec lesquels Alejandro travaille. Ce geste d'aller-retour est en soi une forme de lecture. Partir d'une situation, soit un texte qu'on découvre, et se confronter à l'intégralité du texte que l'on a précédemment lu afin de lire au mieux et définir le sens. Chaque personne est comme un texte que lit Alejandro. De la même manière que la lecture n'est pas un geste unique, mais une action sans cesse renouvelée, qui s'enrichit de l'expertise développée au fur et à mesure. Le travail de psychomagie se reprend et se développe en permanence. Il travaille d'ailleurs actuellement à l'extension de la psychomagie en ce qu'il nomme la psychotrance. Dans la psychomagie, le thérapeute confronté à une crise propose un acte afin de la résoudre. Dans la psychotrance, chacun peut s'exercer à une forme de méditation performative qui est un dépassement de soi et un retour au cœur de soi-même. Il est plus facile à l'inconscient de comprendre le langage onirique que le langage rationnel, écrit-il dans l'ouvrage Psychomagie. Il entend donc l'inconscient, pour reprendre une phrase célèbre, comme une matrice à langage destinée à être lue. Le mage est donc lecteur. À suivre de près son travail, je ne cesse de me rendre compte combien ce qui préside à toute action, c'est donc ce geste de lecture. Et pourtant, il ne faudrait pas non plus tomber dans un excès et rationaliser à outrance l'œuvre d'Alejandro. Lire, ce n'est pas nier la magie, c'est la vivre et la mettre en action. Il n'est pas seulement un lecteur expérimenté, un commentateur sagace, mais il est aussi, et je dirais même surtout, un artiste. De la même manière que Nietzsche appelait au surgissement d'un Socrate artiste, Alejandro est un lecteur artiste. Il ne s'agit pas de dépasser les frontières de ce qui est l'acte simple de lire, mais de reconnaître que la lecture peut se manifester sur des formes autres que peut-être l'inscription sur des citrouilles de noms de sœurs, mères, pères, pour mieux défoncer ces citrouilles et en envoyer ensuite les morceaux à chacun d'entre eux en Australie. Ce que je viens de vous décrire est une scène de psychomagie. Le film. Lire, ce n'est donc pas simplement accomplir un acte de raison, c'est s'inscrire patiemment dans le corps du monde. Une telle inscription ne veut pas dire refuser l'intensité, ne veut pas dire refuser le miracle. C'est justement parce qu'on lit avec attention qu'on peut vivre le miracle, qu'on y est prêt, qu'on a l'expérience de le vivre. C'est comme s'il fallait,
pour créer la poésie, avoir beaucoup lu, à tel point qu'on s'en libère. Au-delà du jeu, J-E-U, ça pourrait être J-E, vers une participation au monde qui pourrait porter le nom de mystique. C'est cela que j'apprends chaque fois que je converse, chaque fois que je travaille avec Alejandro. C'est une leçon de lecture et c'est aussi une leçon de magie. Le principe d'une longue lignée qui n'a pas séparé les deux et qui, au contraire, trouve dans leur association la plus grande richesse. Avec ce fil d'Ariane, donné par un artiste de notre temps, on peut partir pour quelques étapes dans le passé et chercher des échos et des sources. La première d'entre elles, il y en aura deux, serait Elena Blavatsky. Madame Blavatsky est connue comme cofondatrice de la théosophie, comme mouvement, et particulièrement de la Société théosophique en 1875. Elle a composé de très nombreux textes, à un tel point que ses œuvres complètes comptent pas moins de 15 volumes. Parmi eux, un certain nombre de livres très célèbres, comme Isis dévoilée et La doctrine secrète, ces deux premiers grands ouvrages parus en 1877 et 1888. Elle a également composé plusieurs récits de voyage, ainsi que des propos pédagogiques destinés à diffuser la théosophie. La théosophie, des deux termes grecs théos, Dieu, et sophia, sagesse, représente ce mouvement mystique qui chercha à définir les structures de l'univers. Elle fut longtemps considérée comme une société secrète, mystique, qui eut un énorme impact dans le monde occidental, des États-Unis à l'Europe, et notamment dans les communautés artistiques et poétiques. La vie d'Elena Blavatsky est digne d'un roman. Née en Ukraine, alors Empire russe, elle part vivre très jeune en Géorgie. Dès 1848, elle entame une série de voyages, d'abord dans le Caucase, puis en Égypte et à Constantinople, et ensuite à Londres et aux États-Unis. Elle continue les voyages par le Mexique, le Honduras, l'Inde, Ceylan, la Mongolie, Java. C'est donc une figure d'une radicalité rare, voyageant seule pour découvrir le monde et atteindre une connaissance cosmopolite de ce qui est. De tels voyages sont bien sûr rendus possibles par les évolutions techniques du XIXe siècle, qui rendent le monde plus petit et facilitent les traversées. Mais il ne faut pas sous-estimer ce que représente cette figure de voyage qui décide de découvrir le monde et de rassembler les perspectives humaines. Dans chacun de ces lieux, elle rencontre les Mahatmas, les yogis, les spirites, et développe une connaissance encyclopédique dans ce domaine. C'est comme si, là aussi, le développement d'une approche du mysticisme était lié à des rencontres, et à autant de rencontres comme forme de lecture. Elena Blavatsky est considérée comme une figure du spiritualisme, liée, comme je le disais, à un au-delà de la raison, dans cet espace que l'on considère comme étant celui de la magie, si l'on est positif, de la superstition, si l'on est plus critique. En réalité, cette figure associée à une théosophie mystique, lointaine, son écriture, le mouvement même de son écriture, de sa pensée, est entièrement fondé sur l'acte de lecture et l'acte de recherche, associant texte lu et vécu, et vie vécue et lue. La doctrine secrète, son magnum opus de 1888, est en réalité, suivant la tradition des lecteurs et philologues, une série de commentaires et de condensations des auteurs anciens afin d'en extraire une logique, voire une leçon. Prenons une citation de l'édition française de 1925. Nous sommes au début du 4e volume intitulé « Le symbolisme archaïque des religions ». Les récits de la doctrine, je cite, constituent son manteau. Les simples
ne considèrent que le vêtement extérieur, c'est-à-dire les récits de la doctrine. Ils n'en connaissent pas davantage. Les érudits, au contraire, ne voient pas seulement le manteau, mais aussi ce que recouvre le manteau. Zohar 3, 152, France 119. Les mystères de la foi ne doivent pas être divulgués à tous. Il est nécessaire de voiler de mystère la sagesse exprimée. Stromate 12, Clément d'Alexandrie, page 11. Cet avant-propos réunit de nombreux aspects d'une écriture philologique ou paraphilologique. La référence au texte, notamment à des ouvrages souvent étudiés dans une perspective philologique et religieuse, la patristique, les stromates de Clément d'Alexandrie, auteur important de la deuxième moitié du IIe siècle et du début du IIIe siècle, qui a entrepris d'établir un pont entre la philosophie grecque et la vie chrétienne, mais aussi, et ça rejoint l'intervention précédente, au mysticisme hébraïque avec le Zohar, œuvre maîtresse de la Kabbale, attribuée au rabbi Shimon Bar Yochai au IIe siècle. La radicalité du geste d'Helena Blavatsky est d'assumer que la lecture de ces deux textes n'a pas à être séparée et que l'on peut associer des mysticismes différents dans un geste à la fois syncrétique, assembler différentes sources de foi, et critique, référençant les différentes sources. De la même manière, elle assume les sources dans les langues anciennes, araméen, hébreu, grec, mais écrit en anglais, elle qui maîtrisait aussi le russe, le français et l'allemand. Le déplacement se fait donc en conscience. Elle connaît les langues européennes et décide de passer du côté des États-Unis, s'associant à l'esprit du Nouveau Monde. Il y a donc à la fois dans son écriture une assomption du passé et une orientation radicale vers l'avenir. Ce qu'elle extrait de ses prédécesseurs rejoint aussi un archétype de la mystique que les différentes formes de la mystique n'ont cessé de réorienter. La métaphore du vêtement. Le vêtement extérieur, soit les récits, mais ce que recouvre le manteau, soit les mystères de la foi. Un tel propos hybride l'image classique de l'esprit et de la lettre, à l'image du manteau, présent dans tous les mystiques, du judaïsme au christianisme et à l'islam. Le vêtement est un élément primordial de la vie humaine et offre donc une ressource remarquable à une mystique qui est en permanence un récit de l'interface entre la vie humaine et un univers bien plus large dans lequel elle s'inscrit et auquel elle est poreuse. L'image du texte comme vêtement, on la retrouve jusqu'à Proust, qui disait qu'il voudrait écrire son livre non comme une cathédrale, mais comme une robe. J'ajoute un autre passage d'Helena Blavatsky, pris quelques pages plus loin. Mais vraiment, ce sont deux extraits à partir de quantités bien plus larges. On ne saurait rappeler trop souvent au lecteur que ces enseignements, ainsi que le prouvent les abondantes citations tirées des antiques écritures, sont aussi vieux que le monde, et que cet ouvrage ne constitue qu'une simple tentative de traduire, en langue moderne et en phrases qui soient familières aux étudiants scientifiquement érudits, la genèse archaïque et l'histoire, telles qu'elles sont enseignées dans certains centres asiatiques du savoir ésotérique. On doit les accepter ou les repousser, complètement ou partiellement, suivant le mérite qu'on leur reconnaît, mais pas avant de les avoir soigneusement comparés aux dogmes théologiques et aux théories et spéculations scientifiques modernes auxquelles elles correspondent. Là encore, un passage éclairant sur la méthode, entendue comme méthode de lecture. Les abondantes citations tirées des antiques écritures sont le fondement de la reconnaissance de la doctrine secrète qui elle-même repose sur une exploration de ce qui est, je cite, « aussi vieux que le monde », révélé, je cite, en langue moderne. Il s'agit à la fois de fonder, d'aucuns diraient de justifier, le mysticisme par les textes, mais il s'agit aussi de ne pas développer un mysticisme à part, séparé de la recherche. Cette partie, je reprends la citation,
soigneusement comparée aux dogmes théologiques et aux théories et spéculations scientifiques modernes auxquelles elles correspondent, me semble particulièrement importante. La doctrine secrète doit être corrélée aux textes anciens d'une part et à la pensée moderne de l'autre, au moment des révolutions scientifiques du XIXe siècle. Les deux sont en fait liés par l'essor de la philologie, exactement contemporain de Madame Blavatsky. On ne peut comprendre son geste si on ne l'associe pas au développement, au même moment, d'une interprétation des textes par les savants allemands, français, britanniques notamment de l'époque. Nous arrivons là à un constat d'importance. L'étude des textes et la révélation d'une doctrine secrète ne sont pas ennemies. Au contraire, elles ont fondamentalement partie liée. Le souci de l'archaïque et la connaissance du moderne, comme on le voit depuis 2 jours, ne sont pas des perspectives contraires. Là aussi, ils ont fondamentalement partie liée. Le mysticisme signifie la conscience d'un ordre du monde auquel il est donné accès. L'accès est la magie où l'on peut pénétrer et vivre le mystère. La magie n'est jamais loin des textes. Et il ne faut pas, en les approchant, se limiter, comme je le disais tout à l'heure d'Alejandro Jodorowsky, à une approche purement textuelle, de la même manière que s'arrêter au sentiment magique du mysticisme serait aller lire tout autant une erreur. La même Helena Blavatsky, qui commente les stromates, est allée en Inde dialoguer avec les yogis, a parcouru le monde en quête de formes chamaniques, de savoir et de vie. Je voudrais clore ces carottages dans son œuvre par une dernière référence. Il s'agit du récit du voyage en Inde qu'Helena Blavatsky avait écrit en russe et qui paraît sous le titre « Au pays des montagnes bleues ». Racontant son expérience de l'Inde, elle y commente le rôle du Ramayana. L'élément surnaturel qu'elle associe donne lieu aux commentaires. La présence dans ce poème des géants et des démons, de singes parlants et de bêtes à plumes, aux sages discours, ne nous donne pas le droit de nier l'existence, dans l'Antiquité la plus reculée, ni de ses plus grands héros, ni même des singes de l'armée innombrable. Comment savoir, jusqu'à la certitude immuable, qui précisément les auteurs du Ramayana avaient en tête sous les appellations allégoriques de singes et de géants? Nous ne sommes pas très éloignés d'une pensée critique qui, dans son herméneutique, pourrait être pratiquée dans les universités allemandes à la même époque. Savoir ce que veulent dire ces mythes. Bien sûr, on pourrait rejeter ces propos en disant qu'Helena Blavatsky, tout à la radicalité mystique de son propos, essaie de faire passer la pilule en donnant l'apparence d'un raisonnement critique à un propos mystique. Une telle lecture est envisageable, mais pourquoi ne pas, tout simplement, reconnaître que dans la pensée mystique se retrouve également la partie critique et que les deux ne sont pas si éloignés qu'ils pourraient le sembler au premier abord. Le sont, ici, d'Helena Blavatsky. Dernière figure de notre bref parcours. Encore une fois, chacune d'entre elles constitue un archétype, une cristallisation d'interrogation. C'est Jérôme Cardan, une figure qui m'a toujours fasciné. Jérôme Cardan, né en 1501, comme je le disais, à Pavie, et suivant le témoignage du président de Tours, mort en 1576 à Rome. Toute sa vie et au-delà, il a été contesté, mais son impact est sans égal. Médecin, considéré dès ses débuts comme astrologue et mage, il est l'auteur d'une œuvre magistrale qui compte plus de 9000 pages. Bon concours avec Helena Blavatsky et Alejandro Jodorowsky. Parmi ses intuitions, une étape majeure dans l'interprétation des songes, avec le Cinesiorum Somniorum Omnis Generis Insomnia Explicantes Libri Quatuor, paru à Bâle en 1562, et connu en français sous le titre plus simple de Traité des songes, qui a considérablement inspiré Freud dans l'élaboration de la psychanalyse. Dans le De Subtilitate de 1550, il propose une idée de l'évolution des espèces, évoquant la façon dont une espèce peut mener à une autre,
Il évoque également la réversibilité d'une telle évolution, ce qui a mené à un concept tel l'ensauvagement. Dans le Liber de Ludo Aleae, le livre du jeu de hasard, fini en 1564, il formule une première théorie des probabilités, lui-même ayant été un joueur passionné. Au chapitre 14, il donne la première définition de la probabilité classique. Je vais vous en... Allez, non. Il y a donc une règle générale, c'est-à-dire que nous devons considérer le circuit tout entier et quel résultat peut sortir de tel nombre de tirages de cartes et comparer ce nombre avec le nombre qui reste du circuit et, en accord avec cette proposition, établir les paris pour jouer dans des conditions équitables. Première formulation. Parmi ces autres intuitions, l'idée que l'atome soit composé de fractions plus petites et puisse se rompre. Il invente une nouvelle méthode de résolution des équations du troisième degré qui ouvre la voie à l'émergence des nombres imaginaires. Tout cela, je cite d'autres sources, je ne suis pas spécialiste de ces questions, mais la liste permet de comprendre combien dans des domaines considérés aujourd'hui comme du dur, il fut inventif. Dans mon domaine, la philologie classique, il a joué un rôle essentiel dans la thématisation de la pensée critique, avec l'éloge de Néron en 1562. Il y fait l'éloge paradoxal de Néron, contredisant la pensée de l'époque, qui fait de lui l'incarnation du tyran. Pour sa part, Cardan propose une formulation primitive de ce que l'on appellera au XIXe siècle la Quellenforschung, la critique des sources. Je fais une petite citation. C'est que Tacite était prêtre des idoles, homme de la plus grande ambition et de la plus grande malhonnêteté, si l'on veut juger sa vie avec ses propres mots. Mais combien pire, peut-on croire, a-t-il été que l'image qu'il a de son fait donnée de lui-même? En général, pour faire bref, adorateur impie des dieux païens, il fondait toute la définition du méfait sur l'outrage des puissants. Le reste, que l'on considère aujourd'hui comme les crimes les plus graves, il ne les tenait pas pour dignes d'être mentionnés. Dans ce texte, il interroge la méthode et les motifs de l'historien, invitant à refuser sa parole antique comme un donné, une évidence, ainsi que les historiens allemands du XIXe siècle le feront. Mais tout cela, c'est une gigantesque rupture avec le XVIe siècle qui reprend les historiens antiques et en fait le fondement de sa réflexion. Et tout cela, tout ce que je viens de vous décrire, vient d'une personne qui fut au cœur des débats intellectuels de son temps, qui se trouva poursuivi par l'Inquisition, qui lisait l'avenir, qui cherchait à trouver dans les multiples formes de raisonnement des structures de l'univers. Certaines que nous acceptons aujourd'hui, d'autres que nous rejetons. Il fut poursuivi par l'Inquisition, ce qui donna naissance au De Vita Propria, son autobiographie intellectuelle, qui était sa défense contre l'Inquisition, mais le pontificat d'après, il revient en faveur. Donc c'est une figure vraiment interstitielle, audacieuse, libre, qui mêle le jeu de hasard, la médecine, la critique historique, les mathématiques, la physique, la magie, l'astrologie, l'astronomie, tout ça ensemble. On va même jusqu'à lui attribuer, accrochez-vous, l'invention de la photographie, car il parle dans un texte d'une chambre noire où une lentille diffracterait la lumière. C'était un astrologue, c'était un magicien. C'est une figure d'innovation radicale, en même temps, dans les domaines considérés comme ceux de la modernité, la pensée critique, les mathématiques, la physique. Et pourtant, au sein même de cette modernité qui s'aborde au XVIe siècle, il est considéré comme un croyant dans les démons. Il est l'auteur de l'horoscope de Jésus, expliquant la passion par le mouvement des planètes. Toutes choses qui peuvent être considérées dans une perspective rationnelle qui suivrait les équations du troisième degré, la méthode critique, comme autant de superstitions. Or, la même personne élaborait ces formes de connaissances dans un même élan, dans la même perspective de lecture, que ce soit l'horoscope, que ce soit la matière, que ce soit le texte et que ce soit les nombres. Le même élan, le même geste, avec des résultats qui, pour certains, nous semblent fondés en raison, et pour d'autres, appartenir à un horizon complètement différent. Justement, c'est que la coexistence des deux est la source d'une autre forme de savoir, où l'intuition et la lecture, la recherche et la conscience d'une autre forme de réalité ne sont pas contradictoires. C'est là aussi la leçon de l'immense inventeur que fut le mage Cardan.
Il décrit ces savoirs, égaux sinon équivalents, dans un passage du De Vita Propria, je cite. Quant à l'astrologie, qui apprend à prévoir l'avenir, je m'y suis consacré, et plus que je ne l'aurais dû, pour ma perte. Je suis donc expert en mathématiques, en géométrie, en arithmétique, en médecine théorique et pratique, plus encore en dialectique, en magie naturelle, c'est-à-dire dans l'étude des propriétés des choses. Et j'ajouterai, s'il le faut, le jeu d'échecs, dans la pratique, en outre, de la langue latine et de quelques autres, et dans la théorie musicale. La magie naturelle, c'est-à-dire l'étude de la propriété des choses, et ces domaines apparemment séparés, sont réunis dans les pratiques du savoir par Cardan. Et là, c'est sa leçon. À l'issue de ce propos, qui nous a vu esquisser très brièvement quelques traits de figures de lecture et de magie, j'aimerais en tirer quelques signaux de communauté qui pourraient nous être utiles pour notre propre magie, pour notre propre lecture. Le premier, c'est la non-séparation de la vie et de l'œuvre. La lecture doit porter en elle la conscience d'une magie possible. La magie ne doit pas se refuser au processus inlassable de lecture. La deuxième, c'est l'absence de limite de champ. Ces trois figures ne se sont pas laissées limiter à, pour Alejandro Jodorowsky, la performance, le théâtre, la mime, la poésie. Pour Elena Blavatsky, la lecture des textes et des voyages. Pour Jérôme Cardan, la médecine ou la mathématique. Elles ont constamment cherché à tracer des ponts entre l'une et l'autre, en gardant la précision de leur recherche, mais en liberté. Elles ne se sont pas interdit l'intuition et n'ont pas refusé le savoir. La troisième, c'est la reconnaissance de la liberté créative. Que tout cela, c'est aussi une forme de création et qu'il faut la reconnaître. La magie, comme la lecture, sont des systèmes de relations au monde extérieur. En réalité, c'est aussi en nous que cela se passe, dans la reconnaissance fluide de la liberté qui guide à la fois l'acceptation de la magie et la conscience du texte. Je vous remercie.